guidé au hangar à bateau où j'assistais aux ultimes travaux effectués sur ces navires. Plus tard, je me rendis fréquemment sur les quais auxquels les bâtiments étaient amarrés, pour bavarder avec les équipages, tandis qu'ils se familiarisaient avec leurs vaisseaux. Je lui fis entendre les hommes qui ronchonnaient, regardant comme trahison le fait que des réfugiés outriliens soient enrôlés à bord de nos navires de défense. Pourtant, ces exilés avaient visiblement l'expérience du maniement des rapides bateaux pirates, et leur savoir-faire ne pouvait que rendre les nôtres plus efficaces. Mais il était visible aussi que beaucoup de matelots des Six-Duchés avaient une dent contre cette poignée d'immigrants et s'en méfiaient. J'ignorais si la décision de vérité de les employer était judicieuse ou non, mais gardant mes doutes pour moi, je me contentais de lui faire écouter les murmures des autres marins. Il était aussi avec moi lorsque je rendais visite à Subtil. J'appris à me présenter chez le roi en fin de matinée ou en début d'après-midi. Murfess me laissait rarement entrer sans faire d'histoire, et il y avait toujours quelqu'un dans la chambre, des servantes inconnues de moi, un ouvrier prétendument en train de réparer une porte ou autre chose. J'attendais impatiemment l'occasion de parler en privé à mon souverain de mes ambitions conjugales. Le fou était toujours là aussi, et s'en tenait à sa promesse de ne pas me manifester d'amitié devant des yeux étrangers. Ses moqueries étaient cinglantes, et j'avais beau savoir ce qu'elles dissimulaient, il réussissait néanmoins parfois à me désemparer ou à m'irriter. Mon seul sujet de satisfaction étaient les améliorations que je constatais dans la chambre, car quelqu'un avait rapporté à maîtresse pressée dans quel Capharnaüm vivait le roi. Durant les préparatifs de la fête de l'hiver, une telle troupe de servantes et de serviteurs envahit l'appartement royal qu'elle apporta les festivités jusqu'au roi. Maîtresse pressée, les poings sur les hanches, se tenait au centre de la pièce et surveillait les opérations, tout en morigénant Murfess d'avoir laissé la situation se dégrader à ce point. Manifestement, il lui avait assuré qu'il veillait personnellement au ménage et à la lessive du roi afin d'éviter tout dérangement au souverain. Je passai un après-midi très gai, car le tumulte réveilla Subtil qui parut bientôt retrouver sa personnalité d'autrefois. Il fit taire maîtresse pressée qui réprimandait ses gens pour leur manque d'énergie et se mit à échanger des plaisanteries avec eux tandis qu'il grattait les sols, répandait des roseaux frais et frottait les meubles avec une huile nettoyante au doux parfum. Maîtresse pressée amoncela une véritable montagne de courtes pointes sur le roi, puis ordonna qu'on ouvre les fenêtres pour aérer la chambre. Elle aussi renifla les cendres et les brûloirs, et je suggérais, mine de rien, que Murfess serait peut-être le plus indiqué pour les vider, puisqu'il était au fait des herbes qu'on y brûlait. Lorsqu'il revint avec les récipients propres, il faisait montre d'un caractère beaucoup plus docile et malléable. Je me demandais s'il était lui-même au courant des effets que ces fumées avaient sur Subtil. Mais sinon qui? Le fou et moi échangeâmes discrètement plus d'un regard entendu. Après avoir été récuré, la chambre fut égayée de chandelles et de guirlandes, de rameaux de sapin et de branches nues argentées et décorées de noix peintes. Ce spectacle ramena des couleurs aux joues du roi, et je perçus la satisfaction silencieuse de vérité. Ce soir-là, quand le roi quitta ses appartements pour se joindre à nous dans la grande salle, et qu'en plus il demanda ses musiciens et ses airs favoris, je pris cela comme une victoire personnelle. Certains moments étaient à moi seul, naturellement, et je ne parle pas seulement de mes nuits avec Molly. Dès que je le pouvais, je m'échappais du château pour courir et chasser en compagnie de mon loup. Liés comme nous n'étions jamais complètement coupés l'un de l'autre, mais un simple contact d'esprit ne donnait pas le profond contentement d'une chasse partagée. Il est difficile d'exprimer la sensation de complétude de deux êtres qui agissent comme une créature unique, avec un but unique. En ces occasions, notre lien trouvait son véritable accomplissement. Mais, même quand les jours passaient sans que je voie physiquement mon loup, il ne me quittait pas. Sa présence était comme un parfum que l'on perçoit avec force la première fois, mais qui se fond ensuite dans l'air que l'on respire. Je le savais là, par de petits détails. Mon odorat me semblait plus aiguisé, ce que j'attribuais à sa capacité à déchiffrer ce que la brise m'apportait. Je devenais plus conscient des gens qui m'entouraient, comme si sa conscience à lui surveillait mes arrières et m'ouvrait à d'infimes indices sensoriels qu'autrement j'aurais négligés. Les aliments étaient plus savoureux, les parfums plus tangibles. J'essayais de ne pas étendre cette logique à ma faim de la compagnie de Molly. Je le savais avec moi, mais, fidèle à sa promesse,
il évitait de manifester sa présence en ces moments-là. Un mois après la fête de l'hiver, j'eus un nouveau travail à accomplir. Vérité avait dit vouloir me voir à bord d'un navire. On me convoqua un jour sur le pont du Rurisque et on m'assigna une place aux avirons. Le capitaine du bâtiment s'étonna ouvertement qu'on lui fournisse une brindille alors qu'il avait demandé une bûche, mais je n'étais pas en position de débattre sur la question. La plupart des hommes qui m'entouraient étaient de solides gaillards et des matelots aguerris. Ma seule chance de montrer ce que je valais était de m'atteler à la tâche avec toute l'énergie dont je disposais. J'avais au moins la satisfaction de ne me savoir pas seul sans expérience. Les hommes du bord avaient tous servi peu ou prou sur d'autres navires, mais à part les Outriliens, nul n'avait la pratique des bateaux de combat. Pour des hommes capables de construire ce type de bâtiment, Vérité avait dû faire chercher nos plus vieux charpentiers de marine. Le Rurisque était le plus grand des 4 vaisseaux lancés à la fête de l'hiver. Il avait des lignes élancées et sinueuses, et son faible tirant d'eau lui permettait à la fois de raser la surface d'une mer calme, tel un insecte celle d'un étang, et d'affronter le gros temps avec autant d'aisance qu'une mouette. 2 des 4 bateaux avaient les planches chevillées bord à bord dans les membrures, mais le Rurisque et son jumeau de moindre taille, le Constance, étaient bordés à clin. Les planches se chevauchaient. Le Rurisque avait été construit par Congrema et son vaigrage était bien agencé, tout en possédant assez de jeu pour résister à tous les coups que pouvait lui porter la mer. Il n'avait fallu que très peu de calfatage à l'étoupe goudronnée, tant ce navire avait été amoureusement fabriqué. Son mât de pin soutenait une voile de lin tissé, renforcée de cordes et frappée du cerf de Vérité. Le nouveau bateau sentait encore la sûre et la corde goudronnée. Ses ponts étaient à peine éraflés, et les avirons étaient propres sur toute leur longueur. Bientôt, le Rurisque prendrait un caractère bien à lui. Un coup de burin pour rendre une rame plus facile à tenir, une épissure à un bout, toutes les petites entailles et rainures qui marquent un navire vivant. Mais pour l'heure, le Rurisque était aussi inexpérimenté que nous. Quand nous le sortîmes pour la première fois, la scène m'évoqua un cavalier novice sur un cheval tout juste débourré. Il tanguait, reculait, faisait la révérence au milieu des vagues, puis, à mesure que nous trouvions tous le rythme, il s'enhardit et se mit à fendre les eaux comme une lame bien graissée. Vérité voulait que je m'imprègne de ces nouvelles techniques. On me donna une couchette dans l'entrepôt, parmi mes compagnons d'équipage. J'appris à ne pas me faire remarquer et à obéir promptement aux ordres. Le capitaine était originaire des Six-Duchés, mais le second était outrilien, et c'est lui qui nous enseigna vraiment le maniement du Rurisque et ce dont il était capable. Il y avait 2 autres immigrants outriliens à bord, et quand nous n'étions pas occupés à étudier le bateau, à l'entretenir ou à dormir, ils se réunissaient et parlaient entre eux. Je m'étonnais qu'ils ne se rendent pas compte du mécontentement que leur attitude suscitait chez ceux des Six-Duchés. Ma couchette était proche des leurs, et souvent, alors que je cherchais le sommeil, je sentais Vérité qui me pressait de tendre l'oreille pour surprendre les mots chuchotés dans une langue que je ne comprenais pas. J'obtempérais, sachant qu'il tirait davantage que moi de ce charabia. Au bout de quelque temps, je finis par m'apercevoir que leur langage n'était pas très éloigné de celui des Six-Duchés, et que je parvenais à saisir une partie de leur conversation. Je n'y surpris aucun propos séditieux, seulement des souvenirs doux amers de parents forgisés par leurs propres compatriotes. Ils n'étaient pas si différents des hommes et des femmes des Six-Duchés qui composaient l'équipage. Presque tous à bord avaient perdu un proche par la forgisation. Avec un sentiment de culpabilité, je me demandais combien de ces âmes meurtries j'avais envoyées dans les limbes de la mort. Malgré la fureur des tempêtes hivernales, nous sortions presque quotidiennement avec les bateaux. Nous organisions des batailles simulées les uns contre les autres pour nous entraîner aux techniques d'abordage et d'éperonage et aussi pour nous exercer à estimer la distance à sauter afin d'atterrir sur le vaisseau d'en face plutôt que dans l'eau. Notre capitaine s'appliquait à nous faire toucher du doigt les avantages dont nous disposions. Les pirates que nous aurions à affronter seraient loin de chez eux et déjà épuisés par des semaines passées en mer. Ils auraient vécu tout ce temps à bord de leur navire, à l'étroit, malmenés par l'hiver, tandis que chaque matin nous trouverait bien reposés et bien nourris.
L'austérité de leur existence exigerait de chaque rameur qu'il soit également pirate, tandis que nous transporterions